Bonsoir à tous, pour ceux qui sont en Europe et puis bonjour à tous pour ceux qui sont au Canada, car aujourd'hui, l'UFE donc diffuse auprès, de nos compatriotes, en Europe et aussi, au Canada. L'UFE, avec la Banque transatlantique et Chevreux, nous allons vous présenter un webinar spécial sur les successions dans un contexte international. Je vais laisser, Bertrand, se présenter, de la Banque transatlantique et je me présenterai ensuite pour, Chevreux Notaire. Donc bonsoir et bonjour à tous. Donc en effet, je suis Bertrand Cosson, je suis directeur de l'ingénierie patrimoniale à la Banque transatlantique à Paris. Et donc je suis ravi, merci à l'UFE, je suis ravi de faire ce webinaire avec Angélique pour vous parler des successions dans un contexte international. Merci Bertrand. Est-ce que tu peux nous présenter la Banque transatlantique ? Oui, alors en quelques mots, la Banque transatlantique est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un groupe bancaire français connu pour ses deux marques commerciales Crédit Mutuel et CIC. Et en matière de banque privée, vous avez le CIC Banque Privée et donc la Banque transatlantique représente ici. Banque transatlantique, comme son nom l'indique depuis 1881, la particularité d'être la banque des Français de l'étranger. Et à ce titre, on a en effet une organisation internationale puisqu'on est présent sur une dizaine de sites en dehors du siège de Paris pour justement accompagner les Français de l'étranger. Donc on est présent par exemple en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. On est présent à Londres, on est présent au Luxembourg, à Genève, en Belgique et également à Hong Kong et à Singapour. Voilà, donc on a tout un dispositif pour s'occuper des Français de l'étranger, donc à la fois sur la partie placement financier et bien évidemment sur la partie conseil patrimonial qui est plus la voie que je représente aujourd'hui. Merci Bertrand. Je vais vous parler à présent de Chevreux. Je vais vous présenter l'étude Chevreux. Donc, c'est une étude de notaire. Vous connaissez probablement le rôle du notaire en France, qui est basé essentiellement à Paris, mais c'est aussi un groupe de notaires. Nous sommes présents actuellement à Lyon, à Bordeaux, à Reims, à Tours. Et nous avons aussi une présence au Canada, à Montréal, via des partenariats et également en Espagne et en Italie. Donc, naturellement, Chevreux est tourné vers l'international, pas uniquement pour l'Europe et le Canada, mais nous travaillons aussi beaucoup avec les Français qui se trouvent en Asie, à Hong Kong, à Singapour, les Français en Amérique Nord, Canada et États-Unis et bien sûr tous les Français qui se trouvent en Europe, plus proche de nous. Donc avec Bertrand, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément très joyeux, on peut le dire, mais qui demande d'être abordé parce que dans un contexte international, le règlement d'une succession peut s'avérer très compliqué en raison à la fois des aspects civils, mais aussi des aspects fiscaux. Et on va bien ensemble détailler ces deux aspects parce qu'il ne faut pas les confondre. Ce sont des règles qui sont très indépendantes les unes des autres et souvent on se rend compte que les personnes voilà, ont tendance à penser que si je suis français, eh bien c'est la loi française qui va s'appliquer partout à l'ensemble de mes biens situés dans le monde, voire la fiscalité française qui pourrait s'appliquer un petit peu sur tous mes biens. Donc c'est bien ensemble de revoir toutes ces règles, de vous démontrer l'intérêt d'anticiper dans un contexte international. On va voir comment cela se passe-t-il si une succession n'est pas préparée versus une succession qui serait préparée dans un contexte international. Vous pourrez bien sûr poser vos questions à la fin de ce webinaire. On va vous faire une présentation et on prendra quelques questions. Donc n'hésitez pas, on ira chercher les questions et on tâchera de répondre aux uns et aux autres. Alors, je vais commencer par l'aspect civil. Bertrand fera l'aspect fiscal des successions internationales. L'aspect civil, ça répond à cette question de qui hérite et dans quelle proportion.
Je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que je suis français vivant au Canada que la loi française va forcément s'appliquer à mes biens qui sont situés au Canada, voire même ceux qui sont situés en France. Ce n'est pas parce que je vis à Singapour ou je vis en Belgique que ce sera la loi française également. Et il faut bien savoir que d'un pays à l'autre, en fait, les règles sont totalement différentes. Donc l'enjeu d'une succession, je dirais non préparée, mais même d'une succession préparée, c'est de se dire qui hérite et dans quelle proportion. Eh bien, en Europe, depuis 2015, depuis août 2015, il y a eu une sorte de bouleversement juridique. Il y a un règlement européen qui est entré en vigueur et qui pose le principe que la loi de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès est celle qui vient gouverner la succession. Vous habitez au Canada, ça pourrait donc être le Canada. Vous habitez en Belgique, ça pourrait être la loi belge. Et non pas la loi française, quand bien même vous êtes un national français. Alors il y a des exceptions. Tout d'abord, la loi avec l'État où le défunt entretenait des liens étroits. Ça peut être le cas, par exemple, si vous décédez dans un État où vous étiez soigné au moment de votre décès. Alors ces règles, elles sont toutes les mêmes en Europe. C'est ce qui est l'avantage en fait de ce règlement européen, c'est-à-dire que une fois qu'on aura déterminé la loi, elle sera la même pour les biens s'ils sont situés en Belgique, en Allemagne ou en Italie. En revanche, pour des pays qui sont non européens, donc on appelle ça des États tiers, je pense au Canada, ce sera beaucoup plus compliqué puisque l'on devra, je vais rentrer sur des termes techniques, mais prendre en compte les règles de conflits locaux, en fait, les règles locales, pardon, de cet État tiers. Et on va se rendre compte que dans certains pays, comme au Canada, comme aux États-Unis, ou même comme au Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de ce règlement européen, eh bien, il y a une distinction à faire selon la nature des biens. Si ce sont des biens immobiliers, vous avez un bien immobilier en France, mais vous habitez au Canada, ce sera la loi française qui s'appliquera pour les biens immobiliers. En revanche, on restera sur la loi canadienne, en tout cas celle de la province dans laquelle vous avez votre résidence habituelle, qui viendra s'appliquer sur ces biens en France. Donc vous pouvez avoir deux lois qui vont s'appliquer entre les biens meubles, les comptes bancaires par exemple, et les biens immobiliers. Qui dit deux lois dit deux dévolutions différentes, deux façons d'appréhender le patrimoine du défunt au moment de la succession. Donc on se rend compte assez vite finalement qu'une succession non préparée eh bien, nous amène à avoir une loi successorale qui peut être totalement différente de celle que l'on pense, pas parce que je suis français que la loi française va s'appliquer à mes biens en France. On va pouvoir avoir deux lois différentes qui vont s'appliquer, avec des quotes-parts différents entre les pays. Je pense par exemple à la réserve héréditaire qui est en Belgique de la moitié selon le nombre d'enfants et qui sera différente en France. Je pense par exemple aux droits du conjoint survivant qui sont d'un tiers en droit légal en Italie, alors qu'il n'est que d'un quart en pleine propriété en France. On peut avoir des concepts juridiques qui ne sont pas applicables, qui ne sont pas transposables d'un État à un autre. Je pense par exemple au trust anglo-saxon, qui n'est pas connu en France, qui peut créer des difficultés en France. Je pense par exemple à la notion de réserve héréditaire française, qui est plutôt connue dans les pays européens, mais qui à l'inverse n'est pas connue ou très peu dans les pays anglo-saxons. Et puis tout simplement, le coût d'une succession internationale non préparée n'est pas négligeable. Parce qu'il va y avoir l'intervention de plusieurs acteurs, il va y avoir souvent des problèmes de traduction et je dirais même des difficultés de communication entre les pays d'un point de vue juridique. D'où l'intérêt de penser à cette succession internationale. Elle existe dès lors qu'il y a ce qu'on appelle un élément d'extranéité, c'est-à-dire une nationalité qui est différente du pays d'accueil, dès lors que vous avez des biens qui soient mobiliers ou un simple compte bancaire dans un autre pays, mais dès lors aussi, on le verra tout à l'heure sous les aspects fiscaux notamment, dès lors que vos héritiers sont tout simplement dans un autre pays que le vôtre. Alors, une fois que l'on a dit qu'une succession non préparée peut produire des difficultés au moment de son règlement, eh bien, il faut envisager tout simplement une anticipation. Une anticipation, ça crée moins de soucis
pour vos héritiers et je dirais c'est la paix en fait de vos héritiers au moment du règlement de la succession. On va donc commencer par faire un audit patrimonial international. Il faut prendre conscience de cette situation internationale et des conséquences que cela peut engendrer au moment de son règlement. On peut aussi avoir recours à un partage dès son vivant, tout simplement, avoir un recours aux donations entre vives, par exemple, il faut y penser. On peut penser aujourd'hui à anticiper de manière à avantager un proche via le recours de l'assurance vie, on en parlera juste après avec Bertrand. Et puis, selon les situations, il n'y a pas que la France et le droit français qui va se raccrocher à vous, mais selon les situations, on pourra aussi avoir recours à des outils locaux selon les pays. Alors, techniquement parlant, de quelle manière peut-on anticiper, je dirais pour demain? Vous avez notamment ce choix de loi successorale. Là, je vous ai indiqué tout à l'heure que selon les situations, ce n'est pas forcément la loi de sa nationalité qui va s'appliquer, ce n'est pas forcément celle à laquelle l'on va penser. Eh bien, on peut contrecarrer ça. On peut, par une disposition de dernière volonté, choisir la loi à sa succession. Attention, choisir la loi à sa succession ne veut pas dire choisir la fiscalité. Choisir la loi à sa succession veut dire je vais décider quel système juridique va s'appliquer à ma succession, qui vont être mes héritiers et de quelle façon, de quelle manière, dans quelle proportion ils vont hériter. Alors, c'est tout à fait possible, donc depuis l'entrée en vigueur de ce règlement européen, de choisir sa loi. Toutefois, on ne peut pas choisir non plus n'importe quelle loi, juste une loi. Il faut que ce soit une loi qui nous corresponde et donc elle est encadrée, cette loi, et il doit s'agir de la loi nationale, celle dont on possède la nationalité. Alors, souvent quand on est expatrié, parfois on adopte la loi nationale de son pays. Alors, je dirais qu'on a la chance, du coup, d'avoir plusieurs nationalités. Donc, ça offre quelque part plusieurs possibilités de choix au moment de l'anticipation de sa succession. Comment choisir cette loi? Elle peut s'effectuer par testament, tout simplement. On appelle ça donc une disposition à cause de mort. Le testament est un outil à privilégier parce qu'il circule plutôt bien entre les pays. Alors, souvent, la réflexion des personnes va être de dire, je vais faire un testament, par exemple, au Canada, puis un testament en France. Un testament pour mes biens au Canada, un testament pour mes biens en France. Ce n'est pas forcément nécessaire. Je pense que chaque situation mérite une interrogation. Un seul testament peut très bien convenir pour plusieurs pays, en fait. Il est nécessaire dans ces cas-là d'avoir une coordination entre les acteurs du droit, entre les pays, entre le notaire en France, un avocat ou un notaire, par exemple, à Montréal. En coordonnant, on va s'assurer que le testament, s'il est unique, puisse s'appliquer dans l'intégralité des pays. Et s'il doit être fait deux testaments, là encore, il faudra nécessairement une coordination entre les acteurs, de façon à s'assurer que le testament A s'applique bien avec le testament B et que le testament B ne vienne pas, par exemple, évincer le testament A. Ensuite, pour ce qui concerne la France, il y a un outil qui est très intéressant, c'est l'inscription au fichier des testaments. C'est-à-dire qu'en France, on a ce fichier des testaments qui permet à chaque notaire, dès lors qu'il est saisi d'une succession, d'interroger le fichier et donc de retrouver très facilement le testament. Donc même si vous faites un testament, par exemple, à Montréal, il peut être bien d'inscrire sur ce fichier une copie tout simplement auprès d'un notaire en France, de manière à ce que au moment où vous serez, les héritiers saisiront un notaire en France, ils retrouveront en fait la trace de ce testament. Alors, ce sont des tips que je donne aujourd'hui. Bien sûr, chaque situation est différente. Chaque situation nécessite un approfondissement, un audit patrimonial, mais sachez que anticiper, c'est bon tout simplement pour vos héritiers parce que ça peut devenir très compliqué au moment du règlement d'une succession.
Voilà, donc je vous ai présenté assez brièvement les aspects civils. Souvent, on est très intéressé par, se dire: «Combien va me coûter cette succession?» Donc Bertrand va vous présenter maintenant les aspects fiscaux, d'une succession internationale. Oui, merci, merci Angélique. Oui, vous avez réussi en 15 minutes à faire une synthèse magnifique. Je vais essayer de faire de même en matière, en matière fiscale. Là aussi, en une quinzaine de minutes, l'idée étant de, voilà, de vous expliquer les principales conditions, notamment d'imposition en France, dans quel cadre une succession peut être imposée en France. Et comme l'a déjà dit Angélique, les règles fiscales sont autonomes des règles civiles. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir une loi étrangère non française qui s'applique à une succession, pour autant, on peut avoir des droits de succession à payer en France. Donc ça, c'est déjà un principe très important, c'est que une désignation de loi, qu'elle soit française ou étrangère, ne veut pas forcément dire la même loi pour l'application fiscale. Donc on va voir dans un premier temps quelles sont les conditions d'imposition en France d'une succession. Ensuite, on verra rapidement la fiscalité française là-dessus, et puis les conventions fiscales, quel est l'impact des conventions fiscales en la matière. On finira par un petit focus sur l'assurance vie, qui est quand même en général le placement préféré des Français, en tout cas qui, à un moment ou à un autre, étaient résidents français et ont quitté la France. Et on le voit déjà dans les questions qui ont été posées. Il y a beaucoup de questions sur l'assurance vie, donc on essaiera déjà d'en parler à ce moment-là. Alors, les règles d'imposition en France, bah, si quelqu'un, un défunt, est domicilié fiscalement en France, et ben on a une imposition mondiale des biens. Ça, c'est le principe déjà. Donc, on va taxer, dans un premier temps, ça va être la résidence fiscale du défunt, qui va entraîner une imposition mondiale. Un point quand même important, c'est ce que j'ai mis à l'écran, c'est qu'il existe en droit français un mécanisme de crédit d'impôt sur les biens qui sont situés à l'étranger. Ça veut dire que si un défunt est résident français, il y a une imposition mondiale, mais s'il y a des droits de succession qui ont été payés à l'étranger sur des biens situés à l'étranger, on a un mécanisme quand même qui est prévu en droit français de crédit d'impôt, vous voyez, pour éventuellement éliminer les doubles impositions qu'on pourrait avoir dans une telle situation. Si le défunt n'est pas domicilié fiscalement en France, on pourrait se dire, bah, à ce moment-là, il n'y a pas de fiscalité en France. Eh ben, s'il peut y avoir aussi de la fiscalité en France dans deux situations. Première situation, c'est si l'héritier, donc celui qui reçoit, est résident fiscal de France au moment du décès, donc du défunt, et l'a été pendant 6 ans au cours des 10 dernières années. Donc c'est une condition, on va dire, cumulative. Il faut que l'héritier soit résident français au moment du décès et l'a été pendant 6 ans au cours des 10 dernières années. Là, dans ce cadre-là aussi, tous les biens qu'il reçoit, tous les biens mondiaux qu'il reçoit sont imposés en France. Vous voyez, donc la France taxe au titre de la résidence du défunt, mais aussi au titre de la résidence de l'héritier. Et en troisième cas de figure, là, on a un défunt qui n'est pas résident de France, un héritier qui n'est pas non plus résident de France, et ben malgré tout, on peut encore quand même avoir une taxation en France. Et là, on va avoir une taxation, mais qui va être limitée aux biens situés en France. Et qu'est-ce qu'un bien situé en France? Et évidemment, on pense tout de suite naturellement aux biens immobiliers. Ça veut dire que les biens immobiliers restent toujours taxables en France, même si la famille est non résidente de France. Mais ça, on y pense parfois moins. Ça peut être aussi valable sur les valeurs mobilières françaises. Vous avez un portefeuille d'actions cotées de sociétés françaises, bah ça, c'est taxable en France puisque c'est un bien situé en France, même si la famille vit à l'étranger. Et c'est vrai aussi pour tout ce qui est société immobilière française ou étrangère, selon les caractéristiques des sociétés. Mais là, il faut retenir que tout ce qui est immobilier détenu directement ou indirectement, globalement, va être taxé en France et qu'on a aussi des valeurs mobilières ou des comptes courants bancaires qui peuvent être taxés en France puisque ce sont des biens situés en France. Donc, vous voyez, donc déjà des règles françaises un petit peu compliquées, plus compliquées que d'autres pays. Donc là, j'avance un petit peu dans les slides. Il y a une petite latence. Voilà. Alors après,
une fois qu'on a dit ça, quelles sont les règles d'imposition en France? Eh ben, en France, les règles d'imposition sont là aussi un petit peu compliquées, puisque ça va d'un paradis fiscal, la France, notamment pour le conjoint ou le partenaire pacsé. Hein, depuis maintenant 2007, les conjoints et les partenaires pacsés n'ont pas de droit de succession à payer. Par contre, attention, si jamais on leur fait des donations, ils peuvent avoir des droits de donation à payer. Les enfants, ils ont le droit chacun à un abattement de 100 000 euros qui se renouvelle tous les 15 ans. Et ensuite, ils sont fiscalisés. On vous a mis à l'écran les taux. Vous voyez que pour les enfants, ça peut coûter assez cher une succession, puisque souvent pour les, entre guillemets, successions de taille moyenne, on est souvent à 20% de fiscalité. Et pour les successions importantes, c'est-à-dire au-delà d'1,8 million par enfant, on est quand même à 45% de fiscalité. Donc une taxation qui peut être en effet assez importante. Et on vous a mis aussi, pour les frères et sœurs, là aussi, on est des taux de 35, mais souvent 45% de fiscalité. Donc en effet, des taux significatifs, en tout cas pour les enfants, beaucoup plus faibles, 0 pour le conjoint ou le partenaire pacsé. Ensuite, quel est l'impact des conventions fiscales internationales? Et c'est vrai que la France a signé quand même un certain nombre, il y en a de mémoire une trentaine, de conventions en matière de succession. Par contre, il y a beaucoup moins de conventions en matière de donation. Donc, à chaque fois qu'on va être dans une situation entre la France et un autre État, c'est la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il existe une convention de droit de succession ou de droit de donation avec ce pays? Là, aujourd'hui, on a un webinaire, on a essentiellement des gens qui sont situés en Europe ou au Canada. Donc là, je vous ai mis une petite liste justement de pays pour voir dans quelle case on est. Alors, les pays qui sont conventionnés avec la France en matière de droit de succession, vous voyez que vous avez la Belgique, la Finlande et le Royaume-Uni. Deuxième catégorie de pays, c'est là les pays où il y a le plus, la convention est la plus étendue puisqu'elle concerne à la fois les droits de donation et les droits de succession. Et là, vous voyez, on a l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Et enfin, il y a un dernier groupe d'États qui n'ont pas de convention fiscale sur les droits de donation et de succession avec la France. Et vous voyez qu'il y a le Danemark, l'Irlande, l'Islande, la Norvège, le Pays-Bas, le Portugal. Donc pour ces pays-là, c'est finalement le plus simple. Ça veut dire que la France a le droit d'appliquer son droit sans aucune limite de double imposition, si ce n'est le crédit d'impôt dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire que, par exemple, si un héritier, vous avez un défunt qui est résident au Danemark et un héritier qui est résident français, hein, et l'a été pendant les 6 ans au cours des 10 dernières années, et ben la France va pouvoir taxer l'héritier de manière mondiale sans aucune limitation. Par contre, si on prend l'exemple de l'Italie, vous avez un défunt qui est en Italie et un héritier qui est en France, ben là, la convention fiscale entre la France et l'Italie retire à la France le droit de taxer l'héritier. Pour autant, bien évidemment, s'il a des biens immobiliers français qu'il reçoit, il va être taxé quand même sur les biens immobiliers. Vous voyez, c'est pour vous donner quelques exemples. Et je terminerai, je l'ai mis un petit peu à part, le Canada, puisque le Canada n'a pas de convention complète en matière de droit de succession, mais par contre, il y a quand même dans la convention impôt sur le revenu une disposition particulière pour éviter les doubles impositions entre la France et le Canada. C'est d'autant plus compliqué que le Canada taxe en fait les plus-values en cas de décès et la France taxe les droits de donation, donc c'est pas la même fiscalité qui peut s'appliquer. Donc là, vous avez un petit dispositif quand même entre la France et le Canada. Donc en synthèse, toujours se poser la question. Vous voyez, on peut pas donner une règle générale. Il faut à chaque fois regarder la convention fiscale éventuellement applicable. Et voilà, comme je l'ai mis là, chaque convention est particulière. Quels sont les points d'attention particuliers qu'il faut quand même avoir quand on a une convention fiscale? La première, c'est en effet de vérifier est-ce que le défunt est bien résident de l'autre État et est-ce qu'on va pouvoir appliquer la convention fiscale des droits de succession. On peut avoir par exemple des questions avec le Royaume-Uni, où le Royaume-Uni, la notion de domicile
au Royaume-Uni est un petit peu différente de la notion de résidence fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Donc, au Royaume-Uni, on peut être domicilié, on peut être résident au sens impôt sur le revenu, sans être domicilié au sens britannique du terme, et donc la convention n'est pas forcément applicable. Là, il faut regarder ce point-là. La deuxième chose, c'est est-ce que la France a le droit de taxer l'héritier? Et souvent, les conventions fiscales retirent à la France le droit de taxer en tant qu'héritier. Et puis la troisième chose, c'est est-ce que la France a le droit de taxer les biens justement situés en France? À la fois les valeurs mobilières françaises, les biens immobiliers, c'est toujours le cas, mais après, il faut regarder si on a du patrimoine via des sociétés, si elles sont à prépondérance immobilière ou pas. Vous voyez, des points là, c'est un petit peu plus technique, mais c'est en effet les points d'attention qu'il va falloir regarder dans la convention éventuellement applicable en matière de droit de succession. Le dernier point, et j'en aurais fini avec ce petit panorama fiscal, c'était de faire en effet un petit focus sur l'assurance vie. Pourquoi? Parce que l'assurance vie, c'est à la fois un placement qui est quand même assez privilégié par les Français, en tout cas du point de vue français, et que les règles sont spécifiques, en effet, à l'assurance vie. À la fois, ce sont des règles fiscales spécifiques, vous le savez sans doute, mais l'assurance vie en matière de droit de succession, dès lors que les contrats sont faits avant 70 ans, on a une fiscalité particulière qui s'applique puisqu'on va avoir un abattement de 152 500 euros et ensuite des taux d'imposition qui vont de 20 à 31,25%. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même fiscalité qu'on a vu tout à l'heure, notamment entre les parents et les enfants. Les 100 000 d'abattement, les 45% de fiscalité. L'assurance vie, vous avez une fiscalité spécifique. Ça, c'est le point très important. Ensuite, le deuxième point très important, c'est que justement cet article spécifique en matière d'assurance vie, les conventions fiscales en matière de droit de succession ne sont pas applicables. Et donc, on va devoir appliquer les règles spécifiques de territorialité pour savoir si on a une taxation en France. Et souvent, ça sera le cas d'avoir une taxation en France, soit si l'assuré est résident français au moment de son décès, mais également si le bénéficiaire est résident français. Donc c'est là où on peut avoir des situations où une personne est partie avec son contrat d'assurance vie à l'étranger, mais a gardé des enfants, par exemple, bénéficiaires résidents français. Et ben là, ils peuvent être soumis à cette fiscalité de l'assurance vie, puisqu'ils sont bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie et qu'ils sont eux-mêmes résidents de France. Vous voyez, donc là, c'est des règles spécifiques, donc il faut qu'elles soient vérifiées, leur compatibilité avec la situation de chacun. Et le dernier point en matière d'assurance vie, bon ça c'est a priori on a quand même un public très jeune qui nous écoute, donc normalement la plupart des gens ont moins de 70 ans, mais je le dis quand même s'il y a des gens qui ont plus de 70 ans, quand on souscrit ou qu'on alimente un contrat au-delà de 70 ans, et ben là on n'est plus soumis à la fiscalité spécifique des 20 et des 31%, mais on est soumis à la fiscalité des droits de succession qui font que globalement les primes versées sur les contrats après 70 ans sont soumis aux droits de succession. Mais vous voyez, c'est les primes qui sont soumises, c'est pas l'intégralité du capital. Donc c'est pour ça que ça peut être quand même intéressant, dans certains cas, de faire des contrats d'assurance vie, même après 70 ans, même si c'est soumis aux droits de succession, c'est uniquement les primes, pas la valeur de rachat du contrat. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire, on va dire en une quinzaine de minutes en matière de fiscalité. Donc on voit qu'il y a beaucoup de questions, hein. Vous êtes déjà à peu près 500 participants à ce webinaire et on vous en remercie, hein. C'est vraiment un beau public. Et je crois qu'il y a une quinzaine d'États qui sont aussi représentés. Donc, je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les questions, mais en fait, on va essayer avec Angélique d'en prendre quelques-unes et de répondre au maximum dans on va dire, les 15 minutes qui nous restent environ de webinaire. Merci beaucoup Bertrand. Donc on vous a démontré l'intérêt de bien dissocier le civil et le fiscal, mais quand on fait un audit patrimonial, eh bien en fait c'est l'articulation de ces deux points qu'il faut étudier dans le cadre de sa planification successorale. Alors on va prendre quelques questions
qui parle un peu à tout le monde, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans des cas personnels. On restera bien sûr disponible. Vous pouvez toujours nous adresser des emails à l'un et l'autre postérieurement au webinaire. Nous sommes proches du Brexit, donc je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le Brexit et puis le Royaume-Uni. La première que je vois qui est intéressante, c'est quid de la loi de août 2015 dont on vient de parler pour le Royaume-Uni après le Brexit? Eh bien, c'est très simple. C'est rien du tout en fait. Il va pas y avoir de changement particulier. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni n'était déjà pas membre de ce règlement européen. Donc il n'y a pas de cassure, si vous voulez, avec le Brexit. Donc là, je réponds à plusieurs questions sur ce sujet. Et un autre sujet aussi, je lis, j'ai compris qu'on pouvait choisir les lois civiles françaises ou de l'État où on réside. Alors, plus précisément, on ne choisit pas la loi de l'État d'où on réside. On choisit que sa loi nationale, uniquement sa loi nationale, c'est-à-dire la loi dont on possède la nationalité. Vous êtes français, vous vivez en Allemagne, vous pouvez choisir la loi française. Si vous ne faites aucun choix, en revanche, la loi par défaut sera celle de la résidence habituelle, donc la loi allemande. La réponse sera différente si vous vivez dans un pays non européen, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il faut prendre en compte les règles de conflit et certains pays renvoient à la situation des biens, par exemple pour les biens immobiliers, comme le Canada ou même le Royaume-Uni. Donc, en Europe, c'est assez simple, mais dès lors que l'on dépasse les frontières européennes, c'est un petit peu plus complexe. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur le Royaume-Uni et puis pas mal aussi sur le Canada. Donc là, j'avais une question que je trouve intéressante. Alors, attendez, parce que là, comme c'est tout se bouscule. Voilà. Je vis au Canada, mais je suis française. Mes enfants sont en France. À mon décès, mes enfants peuvent-ils laisser les biens au Canada pour ne pas avoir à payer l'impôt sur les successions en France? Alors là, en effet, on est vraiment dans le cas de figure de ce que je disais tout à l'heure. Donc, une personne qui est défunte au Canada, des enfants qui sont résidents français, et comme on n'a pas une vraie convention de non-double imposition au Canada, ben là, il va falloir en effet, potentiellement, les enfants vont pouvoir payer des droits de succession en France parce qu'ils sont héritiers résidents français. Et comme la personne est défunte au Canada, il y aura aussi potentiellement les droits de succession au Canada. Mais comme je vous l'ai dit, au Canada, c'est pas des droits de succession, c'est qu'on considère qu'on a un impôt sur la plus-value qui va devoir s'appliquer. Donc là, en fonction de la nature des biens, les biens, ils vont être répartis fiscalement en France et au Canada, et on aura éventuellement un mécanisme pour limiter la double imposition. Par exemple, les biens immobiliers en France bah, seront taxés essentiellement aux droits de succession français. Voilà, pour vous donner un petit exemple. Doit-on se rendre chez un notaire dans les deux pays? Alors, oui, alors si la fonction de notaire existe dans le pays où vous vous situez, oui, alors il faut en fait faire, là encore, coordonner les acteurs juridiques. En France, effectivement, c'est le notaire qui va régler une succession, mais le notaire n'est que compétent pour rédiger des actes qui touchent la France. C'est-à-dire que si vous avez un bien immobilier en Allemagne, il ne pourra pas refaire le titre de propriété au nom des héritiers en Allemagne. Il faudra donc contacter un notaire en Allemagne pour pouvoir procéder à ce qu'on appelle la publicité foncière. De la manière dont on travaille lorsqu'il y a une succession internationale, eh bien, on travaille de concert, tout simplement, avec nos homologues ou nos collègues étrangers, européens ou non européens. Et puis, on s'échange, voilà, on échange les documents, les informations, et ensuite chaque interlocuteur travaille sur sa partie, et notamment concernant les titres de propriété et aussi la fiscalité. Voilà, je prends une autre question, peut-être un petit peu là aussi pour rebondir sur toutes les questions posées par des résidents britanniques, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup là dans le chat. Quelle est la situation des résidents britanniques non domiciliés? Alors c'est vrai que là, la situation des résidents non-dom est un peu particulière, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tant qu'ils sont considérés comme non domiciliés,
la convention fiscale avec la France ne va pas pouvoir s'appliquer. Par contre, le parallèle quand même de ça, c'est que le fait d'être non domicilié au Royaume-Uni fait qu'on est soumis aux droits de succession britanniques uniquement sur les biens situés au Royaume-Uni. Ça veut dire, par exemple, sur les biens situés en France, la France pourra taxer, mais par contre, il n'y aura pas de taxation au Royaume-Uni. Donc, il n'y aura pas en tout cas de double imposition qui pourra s'appliquer dans ce cadre-là pour des résidents britanniques non domiciliés. Alors, un sujet sur le démembrement de propriété. Est-ce que les biens en France, en nue propriété, sont imposables si l'usufruitier décède à l'étranger ou si l'héritier n'est pas domicilié en France? Alors, d'un point de vue fiscal français uniquement, lorsque le défunt était usufruitier d'un bien et donc les héritiers sont nus propriétaires, en droit français, l'usufruit ne se transmet pas. Il s'éteint par le décès de son titulaire, donc l'usufruitier. Par conséquent, il n'y a pas de taxation au moment du décès de l'usufruitier. Ce n'est pas vrai dans d'autres pays. Je pense en particulier au Royaume-Uni, parce que tout simplement, c'est un concept qui, tel que l'on connaît en France, n'est pas connu au Royaume-Uni, ou en tout cas différemment. Et le Royaume-Uni pourrait, dans certaines situations, taxer cet usufruit, même au décès de l'usufruitier. Donc, selon les pays de résidence du défunt, là encore, il faut s'assurer que ce que l'on a fait en France, notamment une donation en démembrement, ce qui est très classique, puisse ne pas générer des conséquences néfastes d'un point de vue fiscal dans son pays de résidence. Alors, une autre question assez rapide sur une situation en effet tripartite. Là, on a une question d'un Français qui est résident en Allemagne et qui a fait a priori une assurance vie au Luxembourg. Donc, quelle serait la règle applicable en matière successorale? Donc, en tout cas, en matière là aussi de raisonnement fiscal. Donc, comme la personne est français résident en Allemagne, s'il lui arrive quelque chose, la succession, sur le plan, en tout cas fiscal, normalement, les droits de succession vont devoir être payés en Allemagne. Donc, ça veut dire que s'il y a une assurance vie qui a été faite au Luxembourg, le Luxembourg, lui, en principe, ne taxera pas, mais on va regarder, en fait, quel est le traitement fiscal en Allemagne de cette assurance vie qui a été souscrite au Luxembourg. Donc là, a priori, je dirais plutôt que ce seront des règles successorales fiscales, en tout cas au niveau de l'Allemagne. Une donation au dernier vivant passée en France pourrait-elle être prise en compte au Royaume-Uni sur les biens anglais? Alors, la donation entre époux, la donation au dernier des vivants, est un acte qui a été beaucoup utilisé dans les années 80-90, même postérieur 2000. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les droits du conjoint du survivant en France étaient assez réduits, hein, étaient de 1/4 en usufruit seulement. Donc, on faisait des donations entre époux pour pouvoir avantager le conjoint. Cela étant, la donation entre époux en tant qu'outil juridique est un outil très français. C'est ce qu'on appelle un pacte sur succession future et qui voyage très peu, en fait, qui est peu reconnu à l'étranger. Donc, dès lors que vous êtes dans un contexte international, il faut d'abord penser au testament plutôt que la donation, parce qu'elle risque très fortement de ne pas produire effet dans les pays étrangers, à la différence du testament. Alors, je vois qu'il y a une question parce que c'est vrai quand on a préparé le séminaire, on s'est dit c'est un petit peu technique pour en parler à tout le monde, mais je vois une question, donc je vais y répondre rapidement sur les trusts. Notamment, c'est vrai que souvent les gens qui sont dans des cadres anglo-saxons, notamment bien sûr au Royaume-Uni, peuvent être concernés par des trusts. Donc là, on a la question, pourriez-vous expliquer comment un trust UK serait traité si le défunt est résident anglais et l'héritier résident français? Là, comment il va être traité? Mal. Mal parce que l'administration fiscale française, depuis une loi maintenant de 2011, donc on a un cadre fiscal qui est assez clair pour les trusts du point de vue français. Et globalement, l'idée, c'est que les trusts soient quand même fortement taxés. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait que l'héritier soit résident français, là, tout dépend en effet si on applique ou pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la convention fiscale avec la France.
admettons qu'on n'applique pas la convention fiscale avec la France, notamment parce que le défunt, il est non-dom. Et ben là, dans ce cadre-là, ça veut dire que la France va avoir le droit de taxer puisque l'héritier du trust est résident français. Et la France va considérer que selon les modalités de dénouement du trust, en gros, elle va fiscaliser au mieux, c'est les tranches que je vous ai montrées de 20 à 45%, et au pire, ça peut aller jusqu'à 60% de fiscalité. Donc finalement, avoir un trust avec un bénéficiaire résident français, si on est soumis au droit de succession français, ben c'est clairement fiscalement pas très intéressant. En tout cas, il faut jamais, à mon avis, faire un trust pour espérer économiser de la fiscalité dès lors que, bien sûr, on a des éléments français. Donc le trust, il doit s'expliquer pour d'autres que fiscal, puisque là, il sera traité fiscalement de manière assez lourde pour le résident français. Et je complète, le trust pose aussi des difficultés d'un point de vue civil, parce que tout simplement, ce n'est pas un outil qui est connu en France, hein, il n'existe pas d'un point de vue civil. On a certes une reconnaissance fiscale, mais on n'a pas de reconnaissance civile. Donc dès lors que vous avez, notamment si vous vivez à l'étranger, que vous faites un trust qui est tout à fait à l'étranger. Dès lors que vous rentrez en France, par exemple, repensez cette question du trust, savoir s'il faut le continuer ou pas. Si c'est bénéfique, je pense notamment aux États-Unis, parce que ça évite, et dans d'autres pays, la procédure du probate. Certes, c'est un outil fantastique dans les pays anglo-saxons, mais avec des conséquences juridiques et fiscales plutôt néfastes en France. Donc voilà, si c'est une succession, je dirais, américaine, par exemple, uniquement américaine, pourquoi pas, mais dès lors que vous allez avoir une conséquence potentielle en France, il faut vraiment revoir et se poser la question du trust. Alors, peut-être encore une ou deux questions, mais c'est vrai que comme vous êtes très actifs, très nombreux et très actifs, évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On se donne peut-être encore quelques minutes si ça va Oui, aussi à bien sûr, Angélique. avec Encore une plaisir. ou deux peut-être questions. Là, j'en vois une qui est aussi assez générale pour être, je pense, intéressante. C'est justement pour un défunt résident en France. Donc là, personne, la succession fiscalement serait soumise droit de succession français. Mais ayant des héritiers des biens au Portugal, même si le Portugal en effet pas d'impôt sur les successions en tant que tel, les héritiers, en tout cas en ligne directe, c'est vrai, les héritiers paieront en France sur les biens situés au Portugal parce que le défunt est résident en France. Bah oui, tout à fait. On applique ce principe. Il n'y a pas de convention de droit de succession entre la France et le Portugal. Donc là, on est dans le premier cas de figure que j'ai vu tout à l'heure. Le défunt est résident en France, donc il y a une imposition mondiale des héritiers, même si les héritiers sont au Portugal, même si les sont au Portugal, là, la France a le droit de taxer de manière mondiale parce que le défunt est résident français. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce point de fiscalité, selon les situations, vous savez, cela peut créer un déséquilibre entre les héritiers sur le net reçu. Je pense, j'ai un exemple en tête d'un défunt qui était domicilié, résident fiscal à Hong Kong, avec des héritiers un peu partout dans le monde, 4 héritiers voilà, dispersés dans le monde, avec du patrimoine en France et à Hong Kong, mais un des héritiers était, lui, fiscalement résident en France. Eh bien, pour les héritiers qui étaient non résidents en France, ils étaient uniquement imposés en France sur les biens français. Voilà. En revanche, pour l'héritier qui était, lui, résident fiscal en France, il était à la fois imposé sur les biens en France et sur les biens situés à Hong Kong. Et c'est un cas dans lequel j'ai donc cet héritier qui, à un moment, qui a dû payer le double de droits de succession que ses frères et sœurs. Donc, si vous voulez, sur le niveau financier, on peut se retrouver avec un déséquilibre entre les héritiers, quand bien même ce n'était pas décidé, voulu par le défunt lui-même, quand bien même il n'y avait pas une disposition particulière en ce sens. C'est la fiscalité qui, en quelque sorte, déséquilibre le net à recevoir par chacun des héritiers. D'où l'intérêt de préparer et de faire cet audit patrimonial international et puis d'anticiper en fait ces directives.
Ouais. Une question aussi intéressante parce que c'est vrai que nous, voilà, en tant que professionnels, des fois on va un petit peu vite. Vous parlez de domicile et de résidence. Quelle est la différence? Ça, c'est en effet une très bonne question. Ben, souvent, nous considère que c'est la même chose, mais c'est vrai que au niveau fiscal, souvent on dit que la résidence, c'est souvent le concept dans les conventions fiscales et le domicile, c'est plutôt une notion, on va dire, de droit français. Mais à la fin, qu'on soit domicilié ou résident fiscal, c'est exactement la même chose. Par contre, sur le plan civil, ça peut être différent. Et là, je laisse Angélique répondre sur le plan civil. Alors sur le plan civil, c'est assez compliqué parce que, cette notion de résidence, habituelle, c'est tout simplement une notion de fait. Alors on va pas rentrer dans les détails de l'affaire Johnny Hallyday, mais c'est un petit peu ça en fait. Est-ce que Johnny Hallyday était, résident, à Los Angeles ou est-ce qu'il était résident en France? Alors, en droit fiscal, on va avoir des indices de détermination de la résidence fiscale. On l'a vu tout à l'heure avec l'article 4B du Code général des impôts. On a des définitions aussi dans les conventions. Mais en droit civil, ça reste une notion de fait. On a tendance à penser que c'est le lieu où la famille habite, le lieu certain où le défunt avait tous ses intérêts, pas dans le sens forcément pécunier, mais ses intérêts familiaux. Un endroit stable, en fait, où il était installé. Mais c'est vrai que dans l'ordre juridique, ça peut poser des problèmes parce que il y a parfois des cas où finalement on ne sait pas si une personne était domiciliée dans l'état A ou dans l'état B. C'est tout simplement le cas des gens qui voyagent beaucoup et qui travaillent dans un état et qui vivent dans un autre état, ou alors tout simplement qui ont deux résidences. Donc, parfois, on arrive à des situations, les gens eux-mêmes ne sont pas capables de dire dans quel état ils vivent plus que l'autre. Ils sont voilà, entre deux avions, ils ont deux résidences. D'où l'intérêt, là encore, de choisir sa loi successorale. Parce que cette notion de résidence habituelle, elle est instable, tout simplement, instable dans le temps, parce qu'on peut changer les résidences habituelles, mais elle est aussi instable dans sa définition dans certaines situations. Tandis que lorsque vous faites le choix, celui de la nationalité, parce que c'est le seul possible par le règlement, prévu par le règlement européen, eh bien au moins les choses sont dites, les choses sont claires, on sait quelle loi on appliquera au moment de la succession. Moi, je prendrais une dernière peut-être question un peu générale, intéressante, parce que euh, là aussi, on a été sans doute un peu vite. En cas de double nationalité du défunt et de ses enfants, quelle fiscalité s'applique? Peut-on choisir? Et donc là, comme on le disait, on ne choisit pas, malheureusement, peut-être pour certains, mais sa loi fiscale, hein, elle s'impose en effet selon les critères qu'on a évoqués. Et vous l'avez compris, j'espère. En tout cas, la nationalité n'a pas d'incidence, on va dire, sur les règles fiscales. On peut avoir une incidence sur les règles civiles quand on détermine la loi applicable sur le plan civil, mais sur le plan fiscal, comme on le disait tout à l'heure, par exemple entre la France et le Portugal, bah, c'est pas parce qu'on est portugais qu'on va pouvoir choisir la loi portugaise fiscale qui prévoit une exonération de droits de succession avec les enfants. C'est pas comme ça que ça s'applique sous l'angle fiscal. Voilà. Donc la nationalité a peu d'importance, voire pas d'importance en matière fiscale. À une exception près, la citoyenneté américaine. Voilà. Qui, Et on fait dans les conventions fiscales, vous avez une clause à la fin si on n'a pas réussi à déterminer selon différents critères la nationalité, mais c'est rare d'en arriver à la nationalité. C'est vrai que les États-Unis ont ce critère de nationalité, mais à ma connaissance, c'est c'est un le des seuls seul au avec monde. l'Érythrée, voilà. Ah oui, d'accord. Bon, c'est plus exotique. Une petite dernière question et après je sais qu'on va devoir rendre l'antenne, comme on dit. Quelle influence a un contrat de mariage sur la succession? C'est une très bonne question. Alors, on pourrait rentrer dans beaucoup plus de détails. Euh, le contrat de mariage va, lui, alors là, je vais vous donner une réponse de droit français, va lui déterminer le régime matrimonial, la loi applicable au régime matrimonial et au régime matrimonial lui-même. Qu'est-ce qu'un régime matrimonial? C'est la définition de la propriété des biens, du patrimoine des époux
pendant le mariage, des droits et des devoirs des époux sur ce patrimoine, et c'est aussi une façon de le donner opposable aux tiers. Ça influe forcément sur la succession lorsque l'on est marié, puisque dans une conception française, pour le coup, on doit d'abord liquider le régime matrimonial avant de liquider la succession. Donc une fois que j'aurai liquidé le régime matrimonial, je vais en sortir de ce régime matrimonial, ce qui va rentrer dans la succession. Donc si on a un patrimoine commun, si on est marié sur un régime de communauté, c'est simple, hein, on partage la communauté en deux, et donc une moitié de communauté rentrera en succession, tandis que le conjoint survivant aura sa propre communauté, sa moitié de communauté. Un régime de séparation de biens, par exemple, eh bien, seul le patrimoine du défunt rentre en succession. Dans les contrats de mariage, on peut parfois aussi se consentir des avantages matrimoniaux, c'est-à-dire une sorte de cadeaux, que je dirais, qui viennent s'appliquer au moment de la succession. Par exemple, par contrat de mariage, on peut garantir au conjoint survivant l'attribution de la résidence principale. Voilà, c'est un exemple. Donc, le contrat de mariage, il a de l'intérêt. Mais là encore, chaque situation étant tellement différente et il y a tellement de possibilités que je vous ai donné une réponse très large. Ensuite, il faut bien sûr rentrer dans le détail pour chaque personne. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir. Je vais laisser le dernier mot à Angélique, mais juste pour conclure. Donc j'espère que vous avez été intéressé par ce webinaire. En tout cas, on vous remercie de votre présence et de toutes les questions très précises et très sensées que vous nous avez posées. Malheureusement, on n'a pas pu répondre évidemment à toutes les questions. N'hésitez pas éventuellement à passer par l'UFE, bien sûr, pour en poser quelques-unes. Voilà, de mon côté. En tout cas, merci. Et, avec Angélique, c'était un plaisir de faire cette intervention avec vous. Donc, j'espère qu'on pourra refaire l'exercice un jour. Tout à fait. Merci beaucoup, Bertrand. C'était un plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés pendant ces presque 1 heure. Vous avez été très nombreux. Vous avez nos coordonnées sur la dernière slide. Et puis, n'hésitez pas non plus à contacter directement l'UFE si vous avez des questions particulières. Nous sommes là pour vous répondre. Et puis, en ces temps assez particuliers, eh bien, je pense qu'on peut tous vous souhaiter de prendre surtout soin de vous. Tout à fait. Prenez bien soin de vous. Très bonne soirée ou très bon après-midi à vous. Bonne soirée, bonne fin de journée pour les autres. Au revoir. Au revoir.